Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc aujourd'hui on va faire une astuce de développement sur la partie 2 des syscalls. Tout ça en C ou en C++. Donc bonjour passionnés de cybersécurité de Hacker Blanc. Donc cet article c'est le résultat des propres recherches de la personne qui a fait le blog Cocomelon ainsi que d'autres personnes sur la deuxième partie d'une série d'articles sur les appels système sur Windows. La première chose qu'on va voir, c'est qu'est-ce que c'est le hooking dans l'espace utilisateur. Et vous pouvez regarder une autre vidéo où on avait fait les techniques de hooking pour exécuter certaines charges utiles, etc. Ou même, par exemple, les techniques pour éviter de se faire accrocher sur la vidéo aussi que j'avais fait sur Conti. Alors, les logiciels de sécurité implémentent souvent une technique connue sous le nom de hooking d'API ou d'accrochage sur les appels système, qui permet à ces outils d'inspecter et de surveiller le comportement des applications pendant leur exécution. Donc ça, c'est souvent les antivirus et les EDR qui font ce genre de choses, mais pas forcément des logiciels de sécurité, hein. Ça peut être aussi les logiciels d'anti-triche, etc. Qui font ça aussi. Cette fonctionnalité peut fournir des informations vitales sur l'exécution du programme et les éventuelles menaces de sécurité. Alors, de plus, ces solutions de sécurité ont le pouvoir d'examiner toute la zone mémoire désignée comme exécutable en recherchant des modèles ou des signatures spécifiques. Donc, il faut qu'évidemment qu'il y ait des très hauts privilèges pour voir les zones mémoire des autres programmes comme ceci. Ces hooks installés en mode utilisateur sont également configurés avant l'exécution de l'instruction d'appel, ce qui signifie qu'à l'étape finale d'une fonction d'appel système en mode utilisateur. Alors oui et non, parce que en mode utilisateur, on n'est pas sûr de voir tous les hooks possibles. Par exemple, NT allocat virtual memory est un appel utilisé pour allouer de la mémoire. Lorsque l'application appelle NT allocat virtual memory, elle demande au système d'exploitation de réserver un bloc de mémoire virtuelle pour son utilisation. Oui, elle est faite pour ça en fait. Les solutions de sécurité peuvent placer un hook sur NT allocat virtual memory pour la surveiller sur la manière dont les applications utilisent cette mémoire. Cela peut aider la solution de sécurité à détecter les activités malveillantes dues à certains comportements. Par exemple, si une application alloue une très grande quantité de mémoire ou si elle alloue une mémoire de manière suspecte. Par exemple, ça peut être aussi si elle alloue la mémoire en même temps en écriture, en exécution et en lecture. Ça peut être ce genre de choses. Normalement, il y a une protection Unix sur les processeurs modernes, mais bon, après, on peut essayer de regrouper quand elle alloue plusieurs fois la mémoire et essayer de voir dans quel type de page mémoire elle met ce genre d'options. Cela peut être le signe d'une attaque basée sur la mémoire ou d'une fuite mémoire. Alors c'est moins le cas sur une fuite mémoire. La plupart des fuites mémoire elles sont dues à des débordements de mémoire ou des mémoires mal désallouées ou de pointeurs qui pointent à la mémoire qui sont perdus. Qui sont pas réinitialisés comme il faut. Alors, en se connectant à NT allocat virtual memory, la solution de sécurité peut inspecter ces activités en temps réel et potentiellement arrêter les activités malveillantes avant qu'elles ne causent des dommages. La capacité d'analyse et d'interpréter le comportement de tel appel en fonction est un aspect essentiel de nombreuses solutions de sécurité basées sur l'autre. C'est un peu ce qui fait les bacs à sable, etc. Ils vont exécuter ce programme dans une zone protégée, ils vont regarder ce que fait la mémoire et ils vont arrêter l'exécution de la mémoire avant qu'elle fasse des dégâts ou qu'elle alloue des charges utiles qui peuvent s'exécuter. Alors, c'est quoi les appels système directs? Donc l'utilisation directe d'un appel système ou des appels système est une méthode pour contourner les hooks de l'utilisateur. C'est un moyen d'éviter la détection par les outils de sécurité qui s'accrochent aux appels système dans l'espace utilisateur qui pourraient être réalisés en créant une version personnalisée de la fonction d'appel à l'aide du langage assembler, puis en exécutant cette fonction personnalisée directement à partir du fichier assembler. Donc en fait, on recode l'appel système directement à partir d'un objet. C'est ce qu'on va faire et on va directement appeler la mémoire, on va directement appeler l'interruption et le numéro d'appel système sans appeler son nom. Donc on va voir un exemple pratique. Alors regardons l'exemple de la première partie. Alors là c'est juste le premier code source qu'on avait vu dans la partie 1. Donc on va voir ce qui va plus servir. Donc en fait on avait cette zone là qui permettait de faire un appel système avec PNT allocat memory. Donc ça cette partie là pourra être détectée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est cette partie là aussi là, donc PNT allocat
appnt allocate memory. Donc on voit qu'en regardant plus derrière à la fin là, on appelle ntdl et on appelle dans mpdl la fonction nt allocate virtual memory. Donc on fait directement un syscall à partir d'une fonction dans nt allocate memory. Le logiciel de protection il va en fait risque de s'accrocher dessus et regarder qu'on utilise nt allocate memory. Donc on va être sûrement détecté avant qu'on puisse exécuter notre charge utile qui est dans notre DL. Donc là, on va trouver un exemple d'appel système créé dans un fichier en assembleur. Donc là, ça sera notre fichier en assembleur. Donc on reconnaît exactement ce qu'on avait mis dans la partie 1 du syscall. Donc on voyait cette vidéo. On reconnaît bien le move sur le registre 10, le RCI qu'on met dessus. On reconnaît bien le numéro du syscall qui est mis sur le AX. Et là, on a bien le syscall qui est mis. Alors, il y a un petit désavantage à faire ça. C'est comme on a vu sur la partie 1, le numéro de syscall est ceci là. Il pourrait changer suivant la version de Windows que vous avez. Donc ça sera à refaire si vous voulez exploiter sur différentes versions de Windows. Donc là, j'ai bien mis le code source comme c'est mis ici là sur le mynt allocate virtual memory. Alors pour le même résultat que l'invocation de net allocate virtual memory avec get proc address et get module handle, la fonction d'assemblage suivante peut être utilisée à la place. Donc on peut utiliser cette fonction à la place de ce que je vous ai dit il y a 2 secondes, à la place de ceci. Alors cela, ça élimine la nécessité d'invoquer le nt allocate virtual memory que vous avez dit là depuis l'adressage, donc depuis l'espace d'adressage ntdl où les hooks sont installés en évitant ainsi les hooks, les accrochages. Et comme il n'y aura pas d'appel dans la DL, la solution ne verra rien du tout. Alors dans notre code, nous pouvons définir l'utilisation de cette fonction. Donc on va voir le code source. Donc là, on a notre mynt allocate virtual memory. Donc on a toujours le même endroit où on va rechercher notre charge utile. Ça ne changera pas, ça sera toujours dans le bureau, user test desktop evil.dl. Comme je vous dis, si vous n'avez pas le même utilisateur, changez-le. On aura toujours une adresse sur cette propre DL. Donc là, on n'aura plus besoin de ntdl, mais on aura toujours besoin du kernel 32 et de charger l'autre librairie pour notre payload. On a toujours la même chose au niveau du PID là qu'on va passer en argument. S'il le trouve, c'est là. Il va ouvrir le process. Il ouvre le process avec tous les accès. Et c'est ici que ça va changer. Donc là, le mynt allocate virtual memory va être appelé. Et donc cet appel, en fait, ça sera pas l'appel du système, mais ça sera l'appel du mynt allocate virtual memory dans le fichier assembleur. Parce que là, il est mis en global. On va lui passer les bons paramètres avec la bonne allocation mémoire, évidemment en même commit, en même reverb. Pour que ça fonctionne, il faut mettre les pages en mode exécutable, lecture et écriture. Une fois que tout ceci est fait, on fait comme d'habitude. On va écrire notre charge utile dans la mémoire avec write process memory et on va commencer à créer un nouveau thread pour l'exécuter. Donc on fait un thread remote, donc c'est à distance, et on l'exécute avec ltprit start routine avec bien le lb là qu'on met. Une fois que tout est fait, on ferme le handle et on retourne 0 comme quoi tout a fonctionné. Donc là, c'est assez simple. Donc il dit qu'afin d'ajouter la fonction d'assemblage dans le programme, on s'établit un nom de type de retour, ces paramètres d'utilisation externe fait. Donc nous ajoutons le code où stocker le fichier d'entête. Ce fichier d'entête peut être inclus dans notre projet. Oui, bah là, on a juste mis ceci comme il est mis en global et l'a retrouvé là. Cette approche est également applicable lorsque nous souhaitons inclure des fonctions d'appel système écrites en langage assembleur dans notre code. Et on convertissait simplement les appels système écrits en assembleur dans une syntaxe du modèle d'assembleur approprié. Donc on a exactement le même code là. On peut définir la fonction à l'aide de directives externes C, donc ce qu'on a mis. Cette directive du préprocesseur indique que la fonction est définie ailleurs et qu'elle est invoquée conformément aux conventions du langage C externe. Et c'est tout. Donc en fait, c'est ici là qu'on voit là, externe C, nt status. Donc ça nous dit que c'est exécuté à l'extérieur. Bien évidemment, c'est l'objet là qu'on va faire de notre à partir du code assembleur. C'est tout ce que ça voulait dire ce petit texte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En premier, on va compiler notre DL. Après, on va compiler notre programme en assembleur. Bon, alors, faisons déjà ça. Donc, on ouvre un terminal où il y a notre code source. On compile notre charge utile evil en evil.d, en charrette et statique. On regarde si on a notre evil.dl, donc c'est bon.
on va compiler notre programme en assembleur. Alors, on va regarder si on a un syscall.o, donc l'objet. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, on peut s'amuser à regarder si ça a bien été assemblé en assembleur dans le syscall.o. Donc là, on va désassembler en mode syntaxe Intel. Hein. Donc là, on voit qu'on met bien RCX dans R10 et on met bien l'appel système 18 dans ECX. On appelle bien le syscall et on fait bien un call de retour. Donc c'est bon. Et une fois que ceci est fait, on va compiler l'objet hack. Donc on va voir l'objet. Donc là, on compile l'objet. On regarde si on a bien syscall.o hack.o. Et une fois que ceci est fait, là, il faut lier. Donc il faut linker l'objet hack.o et l'objet syscall pour avoir l'exécutable hack.x. Donc on fait ceci là pour lier les deux objets. Donc là, on va lier les deux objets et on va mettre les adresses nécessaires à l'intérieur. Normalement, là, j'ai un fichier hack.x. Alors, avant d'exécuter là sur notre Windows, donc moi j'ai pas le même Windows, j'ai le Windows 10 x86 en 19.02, comme vous l'avez dit. Hein, moi j'ai le Windows 10 x64 en 22H2. Donc il faudra copier notre DL sur le bureau, l'exécuter avec un programme victime, avec par exemple Paint, avec Process Hacker Tool, regarder le processus et essayer de voir si notre charge utile est exécutée. On pourra voir aussi si on voit bien notre evil dans les modules .dl, etc. Donc faisons ça. Donc je copie evil.dl sur le bureau. On va exécuter Paint, le programme victime. On exécute Process Hacker. On va essayer de retrouver le PID de MS Paint. Donc c'est 2588. On exécute un shell en PowerShell. On va exécuter hack.x avec le bon PID qui est 2588. Là il dit qu'il a trouvé un PID qui est 2588 et on va regarder si ça a bien été exécuté dans MS Paint. Là on voit bien que ça a bien été exécuté. Là on a bien le méo. Là on va voir si on retrouve bien le DL. Donc on clique sur MS Paint, module. Et là, on voit qu'on a bien notre evil.dl qui a été injecté. Comme vous pouvez constater, tout fonctionne parfaitement. Parce que je compile avec MinW, que j'utilise NACM. On peut utiliser aussi MACM, donc le Microsoft ACM. Vous devez copier le fichier syscall ACM et modifier les paramètres personnalisés du projet dans Visual Studio. Donc on peut aussi le compiler sous Visual Studio. Alors comme je l'ai écrit plus tôt, sachez que le numéro d'appel système 018 pour NT allocat memory dans ce cas peut changer entre les différentes versions de Windows. Ça, je l'ai déjà dit. Une autre solution, l'utilisation du syswiper. Le syswiper aide à l'évasion en générant des fichiers d'entête en assembleur que les implants peuvent utiliser pour effectuer les appels directs. Donc c'est une autre technique. Alors en guise de proof of concept, nous avons utilisé un exemple concret, mais qu'est-ce qu'était l'évasion des antivirus et des VDR? Alors certains lecteurs m'ont demandé d'écrire un exemple qui renvoie zéro détection d'un virus total. Pour des raisons de sécurité et de conscience, je ne peux pas vous montrer d'exemple de proof of concept complet à ce sujet, mais je pense avoir donné des indices. J'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues cette intéressante technique de développement du logiciel malveillant et ajoutera une arme à l'arsenal aux équipes rouges. Donc là, ce qu'il vient de vous dire, c'est que depuis tout le début là que vous faites des vidéos, on a assez de connaissances pour créer des logiciels malveillants qui sont capables d'évader quasiment tous les antivirus et les VDR qui existent. C'est assez dangereux. J'espère que vous avez appris plein de nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.